Ce dessin m'offre une parfaite transition pour accueillir sur scène Flavien. Alors, je ne sais pas si on dit Kieffer, Kieffer, je suis désolée, tu pourras dire ton nom comme il faut. Mais puisque Flavien est post-doctorant et il a notamment voyagé, on va en parler. Voilà, c'est bon. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Donc toi, tu es post-doctorant. Sur quoi tu travailles? Comment tu en es arrivé là? Dis-nous tout. Alors, actuellement, je suis post-doctorant. Donc, je ne suis pas à l'IAP en ce moment. Là, je suis au LESIA, qui est un laboratoire de l'Observatoire de Paris. Mais j'ai été postdoc et thésard à l'IAP. Donc, c'est un laboratoire d'élection, en fait. Hein. C'est vraiment celui qui m'a vu grandir en tant que chercheur. Alors, moi, j'ai fait ma thèse en physique théorique. Je n'ai pas du tout travaillé sur le sujet de l'astrophysique. J'ai fait de la théorie des cordes, pour commencer, qui est un sujet très, très poussé en physique théorique, extrêmement mathématique. Et à la fin de ma thèse, je me suis dit, non, mais tout ça, c'est trop mathématique. J'ai l'impression de ne pas faire quelque chose de concret, de ne pas essayer de comprendre vraiment le monde avec ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Et j'avais vu cette magnifique présentation d'Anne-Marie Lagrange, qui avait montré ce balai d'exoplanètes autour de HR 87-99. Et ça fait rêver, quoi, de voir ça. On dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que vraiment, c'est quelque chose de complet. C'est-à-dire qu'on observe, et souvent, hein, tous les chercheurs qui étudient les exoplanètes font ça, c'est-à-dire qu'ils observent, ils essayent d'interpréter leurs données, ils essayent de comprendre. Ensuite, derrière, ils modélisent, et ils font une théorie aussi, quoi. C'est-à-dire qu'ils travaillent aussi dans l'ensemble du spectre de la recherche qui est possible, à partir de simplement de données observées. Et ce qu'on voit, c'est vraiment des trucs réels qui se produisent vraiment dans l'univers, dans notre galaxie. Et donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait vraiment donner envie de travailler sur les exoplanètes. Donc j'ai complètement bifurqué. Alors, j'ai pas pu tout de suite travailler sur les exoplanètes. En fait, je suis allé voir Alain Le Cavelier, qui était le bureau d'au-dessus. Et je suis allé discuter avec lui. Je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu peux m'aider à trouver un sujet de recherche? J'aimerais travailler sur ce sujet-là, sur les exoplanètes. Comment je fais? Et il me dit, écoute, essaie de contacter machin, essaie d'aller voir à Grenoble. Je suis allé voir des gens à Grenoble. Et puis ensuite, il est revenu vers moi, il me fait, mais j'ai peut-être un poste pour toi. Et c'est sûr, mais c'est pas sur les exoplanètes. Alors, je sais pas si ça va te plaire, mais par contre, je pense que c'est très intéressant. C'est sur les exocomètes. Et là, du coup, j'ai un peu réfléchi quand même, parce que je me dis, ce que je voulais faire, moi, c'est les exoplanètes, mais bon. Et surtout, c'était 1 an. C'était un postdoc d'1 an. Donc finalement, je me suis dit, bon, allez, ça va être sympa, et puis ça va être super intéressant. C'est quelque chose d'assez marginal, en fait, que peu de gens faisaient à l'époque. Donc on se dit, allez, on va se lancer là-dedans. Et bien en 1 an, à la fin du compte, on a publié un article Nature quand même, et on a fait quelque chose quand même qui était une belle étude avec beaucoup de statistiques. Il y avait vraiment un truc à prendre ici, et ça a été vraiment génial, une super expérience, et ça a vraiment été un tremplin pour moi. Après, moi, je suis parti à l'étranger. Je suis allé à Tel Aviv, en Israël, pour faire un postdoc pendant 2 ans dans un sujet un petit peu différent, mais qui me rapprochait en fait des exoplanètes, qui était de travailler sur les vitesses radiales et donc sur la détection de systèmes binaires. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis je suis revenu en France, je suis revenu à Paris, je suis revenu à l'IAP. Et là, j'ai recommencé à bosser un peu sur les exocomètes, pour commencer. J'ai vu un postdoc avec le CNES, un projet autour de la détection en photométrie, justement, ce que Roger a montré tout à l'heure, pour détecter donc, des exocomètes en voyant la poussière des exocomètes lorsqu'elles étaient en transit. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Puis en plein milieu, on a discuté avec Guillaume Ebrard, hein, et puis qui m'a branché sur chercher des naines brunes et caractériser des naines brunes autour d'étoiles, donc qui me rapprochait encore plus finalement des planètes, parce que les naines brunes, c'est un peu ce qu'il y a entre les étoiles et les planètes. Et donc c'est pas des étoiles ratées, c'est pas des planètes ratées, c'est une catégorie d'objets qui, on ne sait pas vraiment si c'est des étoiles, on ne sait pas vraiment si c'est des planètes, c'est peut-être un peu les deux, finalement. Donc, ça me rapprochait, et je me suis dit, c'est vachement intéressant en plus. Donc, je me suis lancé là-dedans, et on a des programmes d'observation avec l'Observatoire de Haute-Provence, avec le spectrographe SOFIE. Et donc, on a commencé à observer
les naines brunes, les caractériser, trouver leur masse, trouver leur période. Ce qui est un sujet extrêmement intéressant parce qu'actuellement, on ne sait pas bien ce que c'est ces naines brunes et on n'en a pas détecté beaucoup, tout simplement parce que ça va un peu boudé parce que, voilà, comme je dis, c'est pas tout à fait des étoiles, c'est pas tout à fait des planètes, donc souvent on passe à côté des détections, on dit bah non, c'est pas une planète, on s'en fiche, on la met de côté et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est les planètes, donc on les regarde pas. Donc il y avait beaucoup de choses à faire ici. Donc là, j'ai commencé à bosser là-dessus, puis donc à la fin, je suis à la fin de mon postdoc. Et puis après, j'ai enchaîné. Là, actuellement, je suis au LESIA. Voilà, donc, et alors, j'ai une année de césure un peu entre les deux, pendant laquelle j'ai écrit un livre. Et j'ai terminé un article que j'avais commencé justement dans l'équipe à l'IAP. Et après, voilà, j'ai enchaîné un postdoc que je fais actuellement, qui est là vraiment concrètement sur les exoplanètes, qui est l'étude des atmosphères d'exoplanètes. Et là, j'étudie l'atmosphère de l'exoplanète Beta Pictoris b. Donc, Voilà. si on récapitule, tu as fait 4 postdocs. J'en ai fait 4. Ouais. Du coup, ça veut dire 4 équipes différentes, 4 projets différents. Comment tu t'adaptes à ça? Oh, bah ça, c'est pas vraiment un problème parce qu'on rencontre des gens différents. Alors, c'est vrai qu'on rencontre aussi des façons de faire la recherche différentes. Je crois que Clément en a parlé tout à l'heure à la NASA. Je pense qu'à la NASA, ça va être exceptionnel. À Tel Aviv, en fait, c'était aussi extrêmement riche pour plein d'autres raisons aussi. Et aussi parce qu'on voit une façon de faire la recherche qui est vraiment très différente de celle qu'on a en France. Et je pense, pour en avoir discuté avec plein de gens autour de moi, je pense qu'en France, on a une façon de faire la recherche, en tout cas en astrophysique. Je ne pense pas qu'on puisse parler de ça pour les autres matières, je ne sais pas. En tout cas, en astrophysique, on a une façon de faire qui est vraiment très particulière, qui est vraiment quand on est thésard, quand on est postdoc, on est collègue des autres permanents. On n'est pas un sous-fifre, on n'est pas un faire-valoir, on n'est pas un étudiant, quoi. On est vraiment, on fait partie d'une équipe. Et même quand on est thésard, qu'on est étudiant, on fait partie de l'équipe. Quand on a un projet, on se dit « Ah, je voudrais faire ça plutôt comme ça. Moi, je voudrais faire ce calcul plutôt de cette manière. Là, j'ai cette idée-là. » On est écouté. Et bon, à l'université de Tel Aviv, l'organisation est différente. Il y a un professeur qui a l'ensemble de ses étudiants, voilà, qui travaillent plus ou moins pour lui. Et c'est difficile, en fait, de vraiment s'intégrer à son équipe en tant que personne qui propose des choses. Et difficile d'être plus écouté, en fait. Donc ça prend du temps, je pense que ça prend énormément de temps, parce que je pense que c'est un professeur, voilà, il prend un étudiant quand il est en master, parce que là-bas, il commence les stages très tôt. Ça aussi, c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer en France, par exemple, c'est que là-bas, quand ils sont en master, en fait, ils font des années d'apprentissage de la recherche en même temps, c'est-à-dire qu'ils font de la recherche à mi-temps. Ils font de la recherche, ils font de l'enseignement, et ils font eux-mêmes, ils apprennent aussi des cours. Donc ils font les 3 choses en même temps, ce que fait en fait un thésard en France, mais on ne le fait pas avant de faire la thèse. Et donc ça, c'est aussi intéressant de voir ça, c'est-à-dire qu'après, le professeur, lui, il connaît les étudiants avec qui il travaille, qui viennent ensuite faire une thèse, qui viennent ensuite devenir plus grands, faire un postdoc, etc. etc. D'accord. Et donc du coup, dans tous ces projets, tu as travaillé sur énormément de données différentes. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui es allé récupérer les données sur lesquelles tu travailles? Parce que tu m'as dit que tu as beaucoup voyagé. Oui, alors, faut quand même expliquer comment aujourd'hui c'est fait. C'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs dizaines d'années, ça se passait pas comme ça parce qu'il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, on a Internet, on a cette chance-là, et on a des bases de données. Et dans ces bases de données, on peut récupérer tout ce qui est public. Voilà. Donc quand c'est privé, c'est-à-dire que quand il y a une durée propriétaire, on va dire de celui qui a demandé ces données, on ne peut pas lui prendre, évidemment. Il a une protection pour lui permettre de faire ses recherches. Mais quand elles sont publiques, on peut se servir, on peut aller voir tout ce qu'on veut, en fonction, si c'est accessible. On peut même demander éventuellement si ce n'est pas tout à fait accessible en ligne. Mais on peut prendre les données, si on a une idée, on va chercher, on dit « Ah tiens, HD 172-555, qui est une étoile sur laquelle je m'étais intéressé parce que je suis allé à Grenoble, pour la petite histoire. Je discute avec quelqu'un à la cafette qui me dit « Ah, tu es en train de bosser sur Beta-Pic et sur des comètes, c'est intéressant. » Et il commence à me parler de HD 172-555. Il dit « Mais dis donc, tu ne saurais pas s'il y a des comètes ?» Je fais « Bon non, j'en sais rien, mais on peut regarder, il y a peut-être des données. » Je suis allé sur l'archive de l'ESO, et je suis allé regarder s'il y avait des données ARPS pour HD 172-555, qui sont les mêmes données qu'on utilisait pour Beta-Pic.
Bon, j'en trouve plein même d'ailleurs, donc je les prends. Et puis j'utilise le code que j'avais fait, c'est un code informatique qui me permet de traiter mes données. Je lance le truc et puis là, boum, il y a une observation, il y a une détection de comète, celle qu'a montré Roger tout à l'heure. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est génial en fait, on a tout à disposition presque. Et alors il y a des gens qui abusent de ça et qui font ce qu'on appelle du data mining, donc qui vont vraiment fouiller toutes les bases de données pour trouver plein de choses. Après, aujourd'hui, de toute façon, on produit, quand on voit le satellite TESS par exemple, ou le satellite Kepler, qui regarde plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'étoiles, on n'a plus le choix que d'utiliser ce genre de technique de data mining, c'est-à-dire d'aller vraiment fouiller toutes ces données publiques pour essayer de trouver la petite bête, quoi, le petit truc. Mais tu as quand même eu l'occasion d'aller au Chili. Oui. J'ai aussi eu la chance, bien sûr, d'aller chercher les données par moi-même. Alors, je parlais vous parlez du Chili, bah oui, effectivement. Donc, je suis allé effectivement au Chili pour observer des étoiles sur lesquelles on s'imaginait pouvoir peut-être trouver des exocomètes. On se sentait un peu porté par ces articles précédents et on s'est dit, ah, vas-y, on va regarder quelques étoiles, étoile A, étoile B, qui ont des disques, vues par la tranche, et on espérait voir des comètes. Bon. On n'a pas eu de chance, on n'a rien vu, mais il faut quand même faire l'essai, il faut quand même demander, il faut quand même essayer. Tant pis si c'est un échec, c'est pas grave. Et surtout, moi, j'ai eu la chance du coup d'aller au Chili et pour aller faire ces observations directement. Alors, c'était l'observatoire de ESO de la CIA, qui est dans les déserts aussi, comme le VLT, mais un peu plus au sud. Et c'est une expérience fantastique parce que le ciel là-bas, c'est magnifique. Enfin, c'est pas un ciel comme on peut imaginer. Même le plus beau ciel de France ne ressemble même pas au ciel qu'on voit au Chili. Donc c'est quelque chose de magnifique parce qu'on fait des observations. Alors quand on fait les observations, en fait, nous on est sur place, on est avec un ordinateur et puis on discute avec le technicien, un opérateur de nuit qui est là et c'est lui qui fait concrètement les observations. Hein. C'est lui qui appuie sur les boutons, qui fait tourner la coupole, qui fait pivoter le télescope et qui prend les observations du ciel. Nous on est à côté, on fait la planification des observations. On discute un peu avec lui pour lui dire est-ce que ça va pas si je fais ça maintenant, etc. Mais du coup, souvent, on lance une pause pour aller une demi-heure. Et puis en attendant, on peut sortir, aller manger un casse-croûte ou regarder le ciel. Alors là, c'est génial parce que voilà, on sort. Il fait nuit. Hein. Donc il y a une ambiance, quoi. Enfin, c'est comme ce soir. Enfin, je trouve qu'il y a une ambiance, il y a un truc. C'est vraiment magique. D'abord, on attend 5 minutes, le temps qu'on s'habitue à l'obscurité, parce que sinon on ne verrait rien, quoi. Puis déjà, là, on s'imprègne un petit peu de l'ambiance, c'est-à-dire que c'est silencieux. Parfois, on entend un petit peu le vent qui souffle, on entend éventuellement des petites bêtes, on entend les télescopes qui bougent. Ça, vraiment, il y a une ambiance incroyable. Puis au bout de 5 minutes, on lève les yeux au ciel, et là, vraiment, on voit la Voie lactée, on voit des détails dans la Voie lactée, on voit même d'autres galaxies parce qu'on voit les nuages de Magellan. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Bon, parfois, tu le vends très bien. Parfois, on voit des nuages. On sort dehors, on dit que chouette. Alors, il y a des nuages, c'est dommage. Et d'ailleurs, là, c'est un peu plus rigolo parce que je vais souvent observer aussi à l'Observatoire de Haute-Provence, donc sur Sophie. Et là, les conditions sont un peu moins sereines qu'au Chili. Et ça arrive souvent qu'il y ait des nuages. Ça rend les observations un peu plus compliquées. Du coup, la nuit est plus difficile. Et on attend la petite brèche dans les nuages pour pouvoir observer l'étoile qu'on veut observer ou pour reprogrammer une autre, etc. Donc, c'est assez excitant aussi. C'est d'être sur le terrain. Et franchement, pour rien au monde, j'échangerais pour revenir à la physique théorique, même si c'est hyper intéressant, mais très franchement, c'est encore 1000 fois mieux ce que je fais actuellement. Merci beaucoup pour ton intervention, merci pour ces belles images.